Non mais c'est fou! Comme vous l'aurez compris, nous avons maintenant accès au territoire chinois pour une durée de non plus 15 jours, mais 30! C'est incroyable! Je vous disais qu'il pourrait être intéressant de vous faire une vidéo avec mes meilleures destinations pour votre voyage en Chine. Je vais procéder saison par saison parce que bien évidemment, quand on s'adresse à un pays qui fait la taille d'un continent, vous vous doutez bien que les destinations n'ont pas le même climat en fonction du moment de l'année où on s'y rend. Je vous conseille d'écouter cette vidéo avec beaucoup d'attention si vous voulez éviter de finir comme ça. Avant de commencer, évitez absolument de partir du 10 au 17 février, parce que là on tombe en plein sur le nouvel an chinois, donc les gens rentrent dans leur famille et les gares et aéroports sont pris d'assaut. Et la première semaine d'octobre, qu'on appelle aussi la Golden Week, c'est une semaine de congé national pour énormément de personnes. Et dans ces cas-là, les gens partent en vacances. Et là, c'est hyper difficile de se déplacer. Donc si vous pouvez éviter ces 2 semaines de l'année, tant mieux pour vous. Et si vous pouvez pas, je vous conseille fortement de choisir des destinations pas trop touristiques. Pour commencer, je me suis dit qu'il pourrait être marrant de vous partager mes unpopular opinions. J'en ai 2. Guilin, c'est la première zone à avoir été développée d'un point de vue touristique en Chine. À défaut d'avoir apprécié cette destination, je peux au moins me targuer d'avoir réalisé la légendaire croisière entre Guilin et Yangshuo. Évidemment, il ne faut pas être de mauvaise foi et bien reconnaître que le paysage est tout à fait spectaculaire. La croisière dure environ 3 heures, elle peut avoir quelque chose d'assez répétitif. L'un des points de vue est en fait le paysage qui a inspiré le dessin que l'on retrouve sur les billets de 20 yuan. C'est un lieu où on trouve des montagnes par milliers, c'est vraiment des formes assez particulières. Première raison pour laquelle ça m'a pas trop plu, c'est qu'en fait, tout le monde parle de Guilin, mais en réalité, si vous décidez d'aller passer quelques jours dans cette province, ne restez pas à Guilin, mais plutôt à Yangshuo. Vous aurez davantage accès à la nature, vous pourrez plus facilement louer des vélos, des petits scooters électriques et vous balader librement. Alors que Guilin, c'est une grande ville de Chine, pour en sortir quand même, conduire pas mal. Deuxième raison, pour moi, la gastronomie joue un énorme rôle dans la question est-ce que j'aime cette ville ou pas. J'ai pas été transcendée par la nourriture là-bas. Il y a 3 plats qui sont ressortis, j'en ai goûté un sur les 3. Les Guilin Mifen, c'est une soupe de nouilles de riz et tu peux changer les condiments à volonté. J'ai trouvé que les saveurs étaient quand même assez neutres. Et il y a 2 autres trucs là pour le coup j'ai pas osé goûter. Le premier c'est les escargots de rivière cuisinés avec du bambou. J'ai pas osé goûter parce que l'odeur, mais l'odeur les gars c'était juste pas possible. C'est un plat ultra populaire dans la région. Beaucoup de restaurants dans lesquels je suis rentrée, je me suis dit là en fait j'ai pas très envie de manger. Ça sent le poisson d'en face. Le poisson pas frais. Voilà ce que ça sent. Et le troisième plat que j'ai pas osé tester c'est le poisson à la bière. Voilà, j'ai entendu dire que c'était plutôt un plat destiné aux touristes. Si quelqu'un sait, dites-le moi en commentaire. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. La grande muraille de Chine, comme son nom l'indique, il s'agit d'une grande muraille et ce qu'il n'y a pas sur la muraille, c'est de l'ombre. Et moi, comme une idiote, j'ai fait l'erreur d'aller la visiter au mois de juin, donc j'ai juste crevé de chaud tout du long, sans pouvoir m'abriter, c'était pas du tout agréable. D'un point A à un point B, la grande muraille de Chine reste la même. Et apparemment, il y a certains lieux qui ne sont pas encore rénovés, donc vous avez plutôt l'aspect ruine, vrai rando, et dans ce cas-là, je pense que ça peut être un peu plus intéressant. Qinghai, c'est une province au nord de la Chine, à l'entrée des plateaux tibétains. Je suis arrivée dans la grande ville de Xining, capitale de la province, qui a vraiment une influence groupe de la soie. Il y a une communauté musulmane assez importante et aussi une forte communauté tibétaine. C'est un vrai melting pot. C'est pas une province particulièrement riche. La province du Qinghai, elle est sous-cotée. On en parle rarement et je comprends pas pourquoi. C'est, je pense, l'un des plus beaux voyages de ma vie. Il y a une grosse attraction touristique dans cette province, c'est le lac de Qinghai, Qinghai-hu. Et la raison pour laquelle je vous dis d'y aller en automne, c'est que ce lac, il est réputé pour ses champs de fleurs. Par conséquent, les gens s'y rendent surtout au printemps. Donc au printemps, vous allez tomber vraiment sur des hordes de touristes et je pense que l'expérience va être un peu moins folle. Alors qu'à l'automne, les gens pensent qu'il n'y a plus de champs de fleurs et pensent aussi qu'il fera trop froid parce qu'on est en altitude. C'est une région qui se vide de ses touristes à ce moment-là de l'année. J'ai fait le choix de m'y rendre à l'automne totalement par hasard, sans même me préoccuper des champs de fleurs. Figurez-vous que à la fin du mois d'octobre, il y avait encore des champs de fleurs et qu'en plus de ça, il faisait pas si froid que ça en automne. Vous bénéficiez du fait qu'il y a vraiment pas grand monde. Par conséquent, votre hôtel, votre auberge de jeunesse est aux petits soins pour vous. Nous, c'était le cas. J'étais avec 2 copines de l'université et ils nous avaient organisé un taxi qui nous a baladés aux alentours du lac et dans la province pendant toute la journée. Et on a payé l'équivalent de 60 € à l'époque pour 3 personnes.
je pense que j'avais jamais rien vu d'aussi beau de toute ma vie, et pourtant j'avais déjà quelques voyages en Chine à mon actif. J'étais émue, je savais pas que sur Terre, il y avait un endroit qui combinait les dunes, le désert, les steppes, les montagnes enneigées, et l'un des plus grands lacs salés d'Asie. C'était absolument fou. Hello world, this is me. Pour ceux qui ont des rêves de galop dans les steppes, je pense que vous êtes vraiment au bon endroit. Avec une copine, on avait pris 2 petits poneys, et ce moment m'a vraiment donné une sensation de liberté jusque-là inconnue. Et là, je pense que je suis totalement subjective, c'est Shanghai. Bien évidemment, j'adore Shanghai parce que j'y ai vécu et selon moi, c'est la meilleure ville du monde en dehors de Paris. J'ai souvent entendu des personnes me dire qu'à Shanghai, il n'y a rien à faire. À mon avis, la raison pour laquelle ils me disent ça, c'est que Shanghai, en réalité, c'est plutôt une ville à vivre. Si vous vous y rendez, je ne vous conseille pas particulièrement les attractions touristiques comme le U-Garden qui pour moi est certes très joli mais c'est vraiment un piège à touristes. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de visiter cette ville avec le même mindset que si vous visitiez New York. Mettez-vous en mode art, gastronomie, shopping, mode, architecture. Pour moi, c'est clairement ça qu'il faut faire à Shanghai. J'ai trop hâte de vous faire découvrir cette ville dans les vlogs qu'on va vous sortir avec ma sœur. Pour moi, ça va être hyper cool de vous la montrer à travers mes yeux d'ex-shanghaïenne. Je trouve que Shanghai, l'automne, c'est vraiment une vibe hyper unique. C'est le retour de la fraîcheur, mais c'est aussi la rentrée des classes. Donc on a vraiment une vibe un peu drama, il fait encore assez chaud, mais les gens se remettent au boulot. Là, je suis vraiment en train de partir dans la nostalgie, mais du coup, je vous conseille fortement d'aller dans les parcs, dans les campus, pour voir un peu cette énergie. Et aussi Shanghai, ses couleurs, l'automne, c'est hyper cool. L'hiver, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment une saison magique pour visiter la Chine. D'une extrémité à l'autre, on a vraiment 2 climats totalement différents. Dans mes 2 recommandations pour l'hiver, je vais vous présenter une extrémité et une autre. Harbin se situe entre la Russie et la Corée du Nord, dans une province anciennement appelée la Mandchourie, qu'on appelle maintenant Heilongjiang, ce qui veut dire la rivière du dragon noir. Cette région, elle est remplie d'histoire, puisque la dernière dynastie de l'Empire chinois était la dynastie Qing, une famille mandchoue. Et je vous garantis qu'il y fait froid. Le jour où j'y suis allée, on est arrivé et il faisait -17. Et apparemment, c'était un record de chaleur pour ce moment de l'année. En plus, j'avais pas les bons vêtements, donc j'avais fait la technique de l'oignon. J'avais 3 manteaux empilés l'un par-dessus l'autre, et je vous garantis que même comme ça, j'avais si froid. Néanmoins, il faut vous rendre à Harbin durant l'hiver. Raison numéro 1, il y a le magnifique festival de glace dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il est absolument incroyable ce festival parce qu'on est vraiment sur de vrais bâtiments conçus à partir de blocs de glace. C'est hyper impressionnant à voir, surtout le soir avec les lumières. Enfin, c'est vraiment un décor de conte de fées. Le deuxième truc que j'adore à Harbin, c'est l'ambiance à la russe. Harbin a été vachement influencée parce qu'avant, il y avait beaucoup de Russes qui y vivaient, et je pense d'ailleurs que c'est encore le cas, même si c'est un peu moins qu'avant. Que ce soit la gastronomie ou l'architecture, on retrouve une grosse vibe russe. Вкуснейший, замечательный блинчик замороженный. La nourriture du nord-est de la Chine est exceptionnelle. Je pense que c'est l'une des nourritures chinoises les plus réconfortantes. On n'est pas du tout sur des plats épicés, mais purée, qu'est-ce que c'est bon! D'un hiver à l'autre, on n'a peut-être pas forcément les mêmes envies. Veut-on un climat polaire ou un climat tropical? Eh bien, si vous souhaitez un climat tropical, je vous présenterai avec grand plaisir la région du Yunnan. C'est une grande province au sud-ouest de la Chine, donc vraiment on est à l'autre extrémité du pays. Et il y a un endroit que j'ai tout particulièrement apprécié en visitant cette province, la zone autonome du Sichuan-Bana, où on est vraiment très proche du Laos. Et là, on a la vibe Asie du Sud. C'est une région qui est réputée pour sa jungle, où on trouve encore des éléphants sauvages. Dans la ville de Jinghong, qui est la capitale du Sichuan-Bana, on a le Mekong qui passe, ça donne vraiment une vibe d'été éternel. Et cherchez bien quand vous choisirez votre hôtel, votre auberge de jeunesse, parce que j'avais réussi à trouver une auberge de jeunesse qui avait une piscine sur le rooftop, et c'était vraiment pas cher. Continuez sur le Yunnan, il y a d'autres endroits qui valent carrément le détour. Déjà la capitale de la province, Kunming, qui est réputée pour son printemps éternel. Et au nord, par contre, quand on se rapproche du Tibet, il y a la ville de Dali, je l'ai jamais visitée, c'est très touristique, peut-être un peu trop, mais par contre vous avez Lijiang, que j'ai aussi trouvé extrêmement touristique, mais en partant de Lijiang, vous pouvez arriver à Tiger Leaping Gorge, et l'hiver il y a très peu de personnes qui font la rando. Vous êtes en reconnexion totale avec la nature, les paysages sont incroyables, et vous tomberez aussi sur des auberges de jeunesse très sympas.
Le printemps, c'est l'une des saisons où il fait vraiment très bon vivre dans beaucoup de régions en Chine. Donc j'ai eu du mal à faire ma sélection. Le Shanxi, pour faire écho à ma dernière vidéo sur les Byongbyongmian et le restaurant Shanxi à Paris. Le Shanxi vous permettra de faire de très belles randonnées et c'est une région dans laquelle il fait un peu trop froid l'hiver et un peu trop chaud l'été. Donc si vous prévoyez d'aller voir l'armée enterrée, allez-y au printemps. Et vous pourrez aussi visiter la ville de Xi'an dans laquelle j'ai vécu pendant 1 an. C'est une ville très historique qui a été la capitale de la Chine. Donc bon, très belle province pour combiner amour de la nature et de la rando et amour des villes et de l'histoire. Je vous recommande d'aller faire la rando de Huashan, l'une des 5 montagnes sacrées du taoïsme. La rando pour arriver sur l'un des pics est assez sportive, mais pour les plus flemmards d'entre vous, ne vous inquiétez pas, la plupart des montagnes en Chine ont des téléphériques. Ce qui est vraiment cool quand tu fais cette rando au printemps, c'est que tu as encore des points enneigés. L'un des sentiers qui attire beaucoup de touristes est totalement non sécurisé. Nous, lorsqu'on y est allé, c'était fermé. Il y avait dû y avoir quelques accidents. Bon, en même temps, c'est pas très étonnant vu la gueule du truc. Si ça avait été ouvert, j'aurais pas osé le faire. Mais bon, je pose ça là et les plus tarés d'entre vous pourront bien se faire plaisir. Non, vas-y, je peux pas reconseiller Shanghai, c'est abusé. Le printemps, c'est un moment où les gens sont trop contents. On est vraiment sur un moment de renaissance. Parce que passer un hiver à Shanghai, croyez-moi, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, alors que le printemps, c'est clairement pas la même vibe. Si vous prévoyez un séjour un peu plus long à Shanghai, je vous conseille fortement d'aller visiter l'archipel du Shaanxi. Lors de vos recherches, vous allez voir qu'on va beaucoup vous recommander Suzhou, Hangzhou, qui sont des super villes assez proches de Shanghai. Mais selon moi, l'archipel du Shaanxi est beaucoup plus intéressant. La plage est vraiment chouette, c'est très peu fréquenté par les touristes et ça vous permet de vous reconnecter à une Chine un peu rurale. Il y a pas mal de randonnées à faire sur les îles et il est assez facile de s'y déplacer. Je pense que pendant ce voyage, ce qui m'a le plus marqué, c'est le temple qui est absolument magnifique. Je crois que j'avais jamais vu un temple aussi beau, avec une telle vue, un tel niveau de détail dans les décorations, de telles couleurs. C'était vraiment impressionnant. Et Dieu sait que pour une personne qui a vécu en Asie, il est assez facile de finir par être blasé par des temples, mais celui-ci, je vous garantis qu'il sort du lot, donc si vous avez l'occasion d'aller le visiter, vous allez vous régaler. Pour l'été, enfin, l'une de mes meilleures recommandations, ça serait de vous diriger plutôt vers le nord du pays, parce que dans le sud, il y a vraiment un climat tropical qui fait que l'humidité est insupportable. Pour vous dire, moi, Shanghai, j'y ai vécu jusqu'au mois de juillet. Quand je sortais de la douche, je n'avais même pas besoin de me sécher, t'es toujours dans l'humidité. Alors que si vous allez dans le nord, il va faire chaud, mais plutôt sec. Ce que j'avais fait comme voyage en plein été, c'était de me rendre en Mongolie intérieure. En gros, si vous n'êtes pas véhiculé, vous avez 2 options. Soit vous prenez un taxi, comme je l'ai fait dans le Qinghai, qui va vous balader un peu partout, soit vous rejoignez un tour dans un bus, comme je l'ai fait avec ma pote. C'est pas terrible en termes de liberté, mais si vous avez un temps et un budget très restreint, ça vous permet quand même de découvrir la région, ça vaut ce que ça vaut. Nous, à plusieurs reprises, on s'est vraiment demandé ce qu'on foutait là, c'était assez bizarre. L'hébergement qu'on nous avait proposé dans le cadre de ce voyage était hyper drôle parce qu'ils avaient essayé de reproduire des espèces de yourtes pour nous donner un peu l'impression que voilà, on vivait un truc authentique, mais autant vous dire qu'il y avait la télé et la salle de bain dans la yourte. Donc voilà, en termes d'authenticité, c'était pas le top, mais c'était une expérience quand même assez drôle. De toute manière, c'est hyper important de rester ouvert d'esprit. C'est vrai que nous, en Europe, on n'a pas forcément l'habitude de faire ce type de voyage. Néanmoins, c'était quand même assez drôle. On était les seules Européennes avec ma pote et le bus était rempli de Coréens et de Thaïlandais. Donc voilà, on s'est aussi fait des potes à ce moment-là, c'était plutôt cool. Rise and shine. Et j'ai beaucoup aimé faire du cheval dans les steppes. Ça, pour le coup, c'était vraiment cool. Hello world, this is me. Les poneys étaient vraiment trop mignons. Ils étaient hyper gentils avec les touristes. La plupart d'entre eux n'avaient peut-être jamais vu un cheval, donc autant vous dire que c'était quand même un sacré challenge pour eux et tout s'est hyper bien passé. Et j'ai trouvé que c'était hyper sympa de voir un aussi grand troupeau en semi-liberté. Ce que je peux vous dire sur le désert de Gobi, c'est qu'en termes de paysage, je me suis vraiment pris une claque. Je m'étais jamais retrouvée en plein désert comme ça.
Après, c'est vrai que le côté tourisme de masse, je l'ai particulièrement ressenti lors de la visite du désert de Gobi. Après, c'est vrai que sans les infrastructures, je vois pas trop comment on peut faire visiter un désert de sable à des touristes. Mais bon, là, autant vous dire que c'était vraiment le tourisme de masse, il y avait aucune authenticité. J'avoue que la partie montée sur les chameaux, je l'ai fait parce que j'ai suivi le groupe, mais je me suis pas sentie comme une très bonne personne. Et malgré le format du voyage qui m'avait moyennement plu, j'ai quand même beaucoup aimé la province. J'ai trouvé que c'était vraiment beau, vraiment intéressant à voir. Et ouais, du coup, j'aimerais bien y retourner pour redécouvrir la province, mais dans un format qui me correspond davantage. D'ailleurs, sur le tourisme de masse, pour les personnes qui n'ont pas trop voyagé en dehors de l'Europe, soyez prévenus, en Chine, la manière dont le tourisme a été pensé est vraiment destinée aux masses, que ce soit dans les infrastructures, les activités. D'un point de vue d'Européen qui n'est pas habitué au tourisme à la chinoise, je pense que ça peut potentiellement choquer. Après, on s'y fait, on aime ou on n'aime pas. Et peut-être la province bonus qui ne rentre dans aucune des 4 saisons parce qu'elle est géniale à visiter dans toutes les saisons, c'est la province du... La suite au prochain épisode. Ouais, je suis vraiment désolée les gars, j'ai commencé à monter cette partie de la vidéo et je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop long. La province en question mérite une vidéo dédiée. Non pas que les provinces que je vous ai présentées dans cette vidéo ne le méritent pas, mais celle-ci, j'ai visité tellement de choses que j'aurais vraiment trop de mal à condenser. Si vous avez d'autres destinations que j'ai pas eu le temps de citer dans cette vidéo, bah dites-le moi. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera dans le choix de votre itinéraire. Je vous encourage à vous abonner. On va pas se mentir, mes proches, ils en ont un peu marre de m'entendre parler de la Chine et là, j'ai un peu trouvé le lieu sur lequel je peux vous partager ma passion. Donc ouais, en vrai, si ça vous plaît, bah moi, ça me ferait hyper plaisir que vous vous abonniez. En tout cas, merci beaucoup. 谢谢大家，下次见。这千滚的鱼儿，万滚的豆腐，涮一国人身处天地万物。笑出了折子，吃出将军肚，裹上芝麻酱，心不服口服。这清汤的羊肉，红汤的毛肚，把大下一口，这就叫舒服。2、3两小酒，自留上一处，多一双筷子，朋友您做主。Oh, let's do the desert song.